À 4 mois de l'élection présidentielle, la pression monte. Des voix s'élèvent. Le PDCI RDA refuse avec la plus grande énergie l'exclusion de son président de la course au palais présidentiel. Les militants, quant à eux, restent convaincus de la candidature de leur président Tidjane Thiam à la présidentielle. Et cela passe nécessairement par sa réinscription sur la liste électorale. Pour ce faire, le parti multiplie les actions de terrain, entre autres marches pacifiques à travers tout le pays et hors de nos frontières. Une véritable démonstration de rue et de force du parti septuagénaire pour matérialiser son soutien et son attachement au président Thiam. À côté de ces activités d'envergure nationale et internationale, l'actualité nationale est tout aussi dense. Nous en parlerons tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez votre émission d'actualité politique. C'est jeudi au PDCI RDA. Je le disais à l'entame de notre émission, nous allons décortiquer des sujets clés de notre actualité politique. Et qui de mieux que le porte-parole du PDCI RDA, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication, l'honorable Soumaïla Bredoumi, pour se prêter à cet exercice pas du tout aisé. Bonjour honorable. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Sans toute autre forme de transition. Honorable, tout à l'heure, l'opposition ivoirienne renforce son organisation avec un rapprochement des plus significatifs et attendus des Ivoiriens. Le PDCI RDA et le PPACI ont signé ce jeudi une déclaration commune. Que doit-on comprendre par ce geste? Quelle est la portée à 4 mois de la présidentielle? Merci madame. D'abord, il faudrait que nous remercions nos deux présidents, le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam, qui ont finalisé, qui ont mis des équipes en place, qui ont travaillé longtemps. Au niveau du PDCI RDA, une équipe était en place. Au niveau du PPACI, une équipe pour aboutir à ce qu'on venait de faire tout à l'heure. Ce matin, donc, la signature dont la déclaration a été lue par moi-même à la demande du président Laurent Gbagbo et du président Tidjane Thiam. Avant de donner le contenu, je voudrais, madame, avec votre permission, que je m'excuse auprès du président Laurent Gbagbo, parce que pour préparer cette émission, j'ai dû quitter un peu plus tôt la cérémonie pour venir. Et le président Gbagbo m'a interpellé pour me féliciter pendant que je n'étais pas là. Donc, je voudrais présenter mes excuses à ce niveau-là. C'était indépendant de ma volonté. Mais, madame, voyez-vous, la lutte pour l'opposition, elle est connue. Elle est connue que l'opposition ivoirienne, dans sa grande majorité, veut des élections inclusives, transparentes, apaisées et démocratiques. Et pour ce faire, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Et depuis longtemps, chaque parti politique ou chaque entité pose les mêmes problèmes. La nécessité donc de se mettre ensemble pour poser le problème globalement s'est imposée à nous. Et nos deux leaders ont compris. Donc, il faut comprendre qu'il y a eu un premier bloc avec CAPCI, qui comprend donc un certain nombre de partis politiques dirigés par le président Tidjane Thiam. Aujourd'hui, pour rendre la chose plus complète, il y a un deuxième pilier qui se met en place, qui est donc la liaison entre le PDCI RDA et le PPACI. Cela n'enlève en rien la détermination du PDCI RDA de travailler au sein du CAPCI. Nous sommes maintenant à 2 pieds. Nous avons donc un pied qui est CAPCI et un autre pied qui est le front commun avec le PPACI. Que dit la déclaration? La déclaration se décline en 5 points. Le premier point, c'est l'intégration de tous les leaders politiques sur la liste électorale. Le deuxième point, c'est la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025 avant les élections provinciales. Le troisième point, c'est l'audit de la liste électorale, puisqu'elle a été reconnue, tous les partis politiques majeurs, dont le PPACI et le PDCI RDA, ont relevé des anomalies. Le quatrième point, et qui n'est pas des moindres, c'est que, essentiellement, il faudrait que les résultats se programment bureau de vote par bureau de vote. Là, il faut bien expliquer. Moi, je suis un élu. Quand vous êtes dans un bureau de vote, les résultats arrivent à la CEI locale, c'est-à-dire que sous-préfectorale. Après, ça va à la CEI départementale. Après, la CEI régionale. Après, la CEI centrale.
entre ce qui est là et la consolidation au niveau national, vous ne pouvez plus rien contrôler. Quand c'est une élection locale, sur place, vous pouvez le voir. Mais quand l'élection est nationale, vous ne savez même plus qu'est-ce qui a quitté Ndakourou et qui est arrivé à Abidjan. Donc, nous voulons que s'il y a 25 000 bureaux de vote, il y a un tableur à 25 000 colonnes, et puis le nombre des choses, le nombre des candidats, et on sait automatiquement combien chaque parti, chaque candidat a automatiquement. On évite donc tout ce qui peut être manigance au sein des différentes étapes. Donc c'est pourquoi les présidents disent il faut des résultats sécurisés à partir des bureaux de vote et que ce soit programmé pour être sûr que ce qui a été programmé au bureau numéro 1 d'Ndakourou village, c'est ce résultat-là qui va arriver à Abidjan ici. Parce qu'après, ça fait beaucoup le convoyage des données. Voilà. Donc ça, c'est clair. Alors les gens sont sur les plateaux de télévision, ben on affiche les choses. Moi, j'ai été candidat dans la circonscription de temps que c'est quoi, combien, qui, quoi. Quand moi-même, j'ai fait les décomptes, j'ai dépassé celui qui me suivait de près de 1700 voix. À la fin, j'ai perdu 300 voix sur ces 1700 voix. Donc cela veut dire que si c'est avec le président qui a mon paye 300 voix dans ma circonscription, ainsi de suite, à la fin, on peut perdre de 3000 voix. Donc c'est ce qu'il faut éviter et qu'il faut qu'on programme bureau de vote par bureau. Donc, en plus de cela, il va y avoir un comité qui est en place qui va mettre en œuvre les résolutions qui vont être prises au sein d'un comité de pilotage et puis un comité de pratique qui va le faire. Et très bientôt, les deux parties vont mettre en place un programme de mise en œuvre et nous allons discuter ce programme avec nos partenaires du CAPCI pour qu'ensemble nous travaillons pour aboutir à ces revendications. Nous demandons en dernier moment un dialogue politique en 5e point pour que nous puissions résoudre ce problème-là. Donc, madame, je pense que c'est l'essentiel, ce qu'on a dit, qui est déjà connu. Mais nous venons que formaliser cela avec le PPACI. Le PPACI et le PDCIR sont les partis majeurs. Les deux ensemble sont largement majoritaires sur le plan national. Donc ça, que les gens le veuillent ou non, c'est la vérité. Donc c'est ce qui va se passer. Est-ce que derrière cette déclaration, il ne se cacherait pas une quelconque alliance avec le PPACI? Non, nous sommes alliés pour des points communs. Nous sommes un parti de droite et ils sont un parti de gauche. Mais dans la vie politique, il y a des éléments qui sont communs. C'est-à-dire aujourd'hui, nous pensons que nous sommes confrontés à une autocratie qui s'installe. Parce que comment on peut imaginer que dans un pays où on fait des élections présidentielles et qu'on veut faire la révision de la liste électorale après les élections présidentielles. Ça pose un problème. Comment on peut s'arranger pour que, d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas, comme par hasard, tous les leaders des partis dominants sont hors course. Ça pose quand même un problème même de compréhension. Donc voilà ce que nous pensons et nous allons demander au pouvoir en place pour éviter des clashs, pour éviter un certain nombre d'inconvénients à la population, qu'on s'asseye et qu'on s'accorde pour que les gens se présentent et que le peuple tranche. Le PDCI-RDA a fait montre de sa grande capacité de mobilisation le samedi 14 juin 2025 lors de la marche pacifique sur la commission électorale indépendante. Alors, que doit-on retenir de ce jour qui restera historique pour le parti? D'abord, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de débats au niveau de la mobilisation du PDCI-RDA. Il y a eu même des petits bis entre certaines presses par rapport à nos capacités à nous mobiliser. Depuis notre première tentative au plateau, où nous avions en son temps demandé recul, et puis les gens ont dit le PDCI n'arrive pas à mobiliser ses militants. Je pense que pour une fois, il faut... Bon, écoutez, les chiffres, nous, on présente la foule. À chacun de faire, mais on ne pourrait pas nous dire que c'est 500 personnes, c'est 200 personnes. Personne ne peut plus dire ça. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le PDCI-RDA est déterminé. Le PDCI-RDA d'avant n'est plus le même PDCI-RDA. La troisième chose, c'est que quand vous voyez une telle mobilisation, c'est que les gens en ont assez. C'est pourquoi on dit ça suffit. Ça suffit parce que le peuple même commence à se dire ça suffit. La troisième chose, c'est que rien ne peut empêcher. Vous savez qu'il y a eu la pluie. C'est ça. La pluie a failli. Les gens disaient que bon, comme il y a la pluie, les gens ne viendront pas. Mais malgré cela, les gens se sont mobilisés pour aller. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un signal fort à tout le monde. Et le PDCI-RDA seul a secoué la rue. Alors, imaginez le PDCI-RDA, le CAPCI et le PPACI à secouer. Et je pense qu'on ne doit pas arriver là-bas. On doit pouvoir s'asseoir, discuter pour éviter toutes ces choses-là. Ça sera phénoménal. Honorable, alors que le PDCI marchait ici à Abidjan, le RHDP tenait un meeting à Paris lors des pré-congrès du RHDP. Un meeting au cours duquel 2 ministres de la République ont tenu des propos désobligeants, voire même injurieux à l'encontre du président Tidjane Thiam.
Comment le PDCI-RDA réagit face aux propos tenus contre son président? Bon, madame, je pense que moi, je suis le porte-parole du PDCI-RDA et j'ai une certaine... Le PDCI-RDA répond à une certaine valeur. Il y a des choses qu'ils ont dites que moi, en tant que porte-parole du PDCI-RDA, je ne peux pas m'autoriser à le dire parce que ça rentre dans la bassesse. Et je peux vous dire que le député Diaoufoué et madame Cabran Estelle ont répondu, et respectivement aux deux. Mais je pense que quand tu vois un ministre de la République aller à l'extérieur du pays, parler avec un langage tel qu'on l'a entendu, ça veut dire que vraiment, c'est la déchéance d'un pouvoir. Un pouvoir qui se respecte. Les membres du gouvernement ont droit à des retenues. On ne doit pas dire un certain nombre de choses. La deuxième chose que je veux dire sur cela, c'est que par rapport à madame la ministre de la Cohésion sociale, dans ses attributions, elle a le devoir de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion. Mais son langage, c'est un langage d'exclusion. Donc, le contribuable ivoirien la paye pour pratiquement rien, puisque ton rôle que tu dois faire là, toi-même, tu enfreins aux règles qui régissent par rapport à tes attributions. Donc, moi, je pense que c'est la peur qui amène ce qu'on leur demande. S'ils sont surpuissants, ils n'ont qu'à mettre le nom d'Tidiane Thiam sur la liste électorale, et puis on verra bien. Et des autres également. Et des autres également, puis on verra bien. Voyez-vous, je vais profiter pour aller plus loin. Le RDR n'a pas vu Tidiane Thiam venir. Ils ont parlé de leur bilan inattaquable. Ce bilan aujourd'hui est devenu fragile, il est devenu friable. Un bilan inattaquable qui est devenu friable. On va le décortiquer à un moment venu. Et ce bilan-là fait qu'aujourd'hui, ils veulent rester au pouvoir par deux stratégies. La première stratégie, c'est de dire, nous, on veut que notre patron, notre candidat, notre futur candidat, puisqu'on ne sait pas pour le moment lequel, n'ait pas à affronter les gros calibres. Donc, il faut dégager tout le monde pour lui permettre. Si c'est leur candidat actuel, alors il a la tâche facile. Si ce n'est pas lui, alors il aura dégagé la voie. Et je vais vous dire une chose, ils ont tout préparé, hein, y compris la liste électorale qui ne doit pas être faite. Quand j'ai écouté le président de la CEI vers la fin, moi je l'ai pris vers la fin, il est parti sur le plateau pour deux missions. La première mission, Thiam ne sera pas sur la liste. La deuxième mission, il n'aura pas élection et révision de la liste électorale. Parce que s'il y a révision de la liste électorale, Thiam peut se réinscrire. Voilà tout ce qu'il allait dire. Tout ce qu'il a dit après là, c'était pour aller donner ces deux messages. Et en donnant ces deux messages, il transmet le message du porte-parole du RHDP, qui lui avait déjà annoncé ça avant. Donc voilà un parti politique qui, au lieu d'être équidistant de la commission électorale, dit des choses, dit que non, il n'y aura pas de révision. C'est pas au parti politique de dire qu'il n'y aura pas de révision. Ce sont les organes mis en place. Cela montre la non-indépendance, je veux dire, l'alliance, ou bien l'attachement, ou bien l'attelage de la CEI au parti au pouvoir. C'est tout cela qui fait qu'il n'est plus crédible. C'est ça. Voilà. Honorable, l'actualité, c'est aussi la séance de questions orales avec débat sur le foncier et l'urbanisation à l'Assemblée nationale. C'était le mardi 17 juin 2025. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le sujet pour nous expliciter l'enjeu de ce débat parlementaire? Merci, madame, d'inclure dans vos questionnaires les problèmes de l'activité au Parlement. Je crois que c'est une activité importante parce que nous représentons le peuple. Le PDCI-RDA a l'avantage d'avoir près de 65 députés à l'Assemblée nationale. Et nous sommes dans toutes les commissions. Avant cela, il y a eu le débat d'orientation budgétaire qui planifie sur les 2 prochaines années. Mais madame, c'est encore grave. Le parti au pouvoir ne nous a pas montré, d'après le débat d'orientation budgétaire, les signes de ce que doit être le budget qui permet de réduire les dettes. C'est toujours des dettes croissantes. On a toujours un déficit budgétaire. Même si on ramenait ce déficit budgétaire aux normes de 3%, ces 3%, c'est toujours un déficit. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va y avoir un déficit, hein, nous allons faire appel au recours aux emprunts et nous allons malheureusement avoir à payer ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Et on n'a pas dit quel sera l'impact de ce programme budgétaire sur la réduction de la pauvreté. On ne voit pas ça. Ils n'ont pas dit clairement, en mettant entre eux, la pauvreté va passer de temps en temps. Ils ont dit non, on va faire des enquêtes. Mais on a vu comment les enquêtes se font ici. Et puis, on n'a pas vu l'effet sur les emplois. Donc, vraiment, c'est des choses, on a comme l'impression que c'est l'accumulation de la dette et l'accumulation des dépenses qui fait aujourd'hui la planification budgétaire, ce qui n'est pas bon. Donc, maintenant, pour revenir au ministre qui est passé à l'Assemblée sur le foncier urbain, madame, c'est un gros scandale. Nous nous rendons compte que notre pays fonctionne pendant 15 ans avec des problèmes d'insécurité
du titre foncier urbain. Insécurité du titre foncier urbain. On me dit qu'on a mis des réformes, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas être sûr que vous avez un document de titre foncier urbain qui garantit cela. Et puis, il y a un député qui a posé une question sur le problème du fait que ceux qui ont les moyens, c'est ceux qui ont les titres, qui prennent les terrains. Et comme les Ivoiriens n'ont pas les moyens, il faut qu'on donne une possibilité aux Ivoiriens de pouvoir bénéficier des titres fonciers urbains. Bon, le ministre a dit qu'ils vont y réfléchir, mais le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les milliardaires étrangers, c'est les milliardaires de grandes structures qui viennent payer les terrains. Ils sont propriétaires terriens ici. Pourquoi cela? Voyez-vous, on vient de nous montrer depuis l'année dernière que le GAFI a inscrit la Côte d'Ivoire sur la liste grise. Des blanchiments, des détournements, de corruption. Et l'Union européenne vient encore de nous enfoncer le clou en mettant sur la liste noire. Sur la liste noire, c'est cela. Mais c'est tout ça là qui fait les gens ont de l'argent sale, qui ne savent pas que faire. Donc, ils investissent ça dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Et c'est ça qui est le problème du blanchiment en Côte d'Ivoire. En plus de ça, il y a un problème lié à l'assainissement. Le fait que les gens ont beaucoup d'argent, tous les terrains réservés sont en train d'être occupés. Donc, il y a manque d'infiltration quand il pleut et on a des inondations. Et la planification, l'urbanisation n'est pas bien faite. Quand vous partez sur la route d'Alépé, vous allez voir qu'aujourd'hui, quand il pleut sur cette route-là, toute l'eau est collectée et ça va vers Benjerville. Et quand il pleut fort, Benjerville est coupé. Donc, cela veut dire qu'il y a un manque de planification. On construit dans les talwegs, on construit sur les pentes, on ne contrôle rien. Et si ça continue comme ça, à un moment donné, toute la ville va être inondée. Avant et après la pluie, il y a eu inondation à Koumassi, à Marcory, au plateau, partout. À Yopougon, à Benjerville. Donc, maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de Melkoro. C'est une affaire maintenant de tout Abidjan qui est envahi. Donc, des gens ont acheté des maisons. Quand il pleut, mais ils sont obligés de fuir les maisons sinon au risque de se faire envoler. Donc là, un peu plus vite dans la maison. Tu as payé une maison, tu t'es débrouillé. Et quand il pleut, vous êtes envahi. Donc, vous perdez tout. Et vous ne savez plus aller. Alors que vous avez investi dedans. Donc, madame, c'est un échec. Il faut reconnaître que le ministre a fait une présentation technique. Il faut le reconnaître. Mais la politique de logement et la politique d'urbanisation pour le RDR, c'est un échec. Alors justement, honorable, les Ivoiriens ont appris avec stupéfaction l'inscription de leur pays sur la liste noire de l'Union européenne, des pays pratiquant le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme. Alors, quelles sont pour vous les conséquences de cette inscription pour la Côte d'Ivoire et comment sortir de cette liste noire? Mais cette liste noire, pour le GAFI, il y a 14 points. Le gouvernement a ça. Pour l'Union européenne, il y a 31 points ou 32 points. Le gouvernement a ça. Mais c'est la conséquence de leur gestion. Jamais dans l'histoire de nos pays, on a été aussi noirci. C'est l'image du pays. Pire, madame, les Américains viennent de nous mettre sur la liste des 36 pays pour lesquels on a un problème de dossier papier. Quand nous avions soulevé ce problème en son temps, on nous avait dit non, mais c'est des faux papiers, c'est pas des vrais Ivoiriens. Mais les États-Unis d'Amérique disent, ils ont dû la payer à 2 mois pour se conformer, sinon nos papiers seront plus reconnus. Mais c'est la corruption dans l'administration qui amène tout ça là. C'est la mauvaise gouvernance. Apparemment, le gouvernement n'est pas surpris de cette décision. Mais puisque c'est eux qui ont fait, ils peuvent être surpris comment? Ils sont surpris que la décision soit prise, mais ils ne sont pas surpris des événements, de l'événement. Peut-être ils ont pensé qu'ils allaient s'en passer comme ça. Maintenant, ce n'est plus les Ivoiriens, nous, qui disons. Ce sont les pays étrangers qui le disent. Ce sont les structures internationales qui le disent. Ce sont les structures comme l'Union européenne qui le disent. Ils ne peuvent plus contester. Si nous, on le dit, ils contestent. Mais aujourd'hui, ils n'ont qu'à les contester avec les Américains. Ils n'ont qu'à les contester avec l'Union européenne. Ils ne peuvent pas contester parce que c'est le résultat de leur gestion. Ils n'ont qu'à me dire dans quel pays au monde, dans quel régime, depuis le président Houphouët-Boigny, où on a vu un tel noircissement de notre image. Donc moi, je pense que c'est un échec. C'est pourquoi nous disons aux Ivoiriens, allons ensemble pour qu'on inscrive tout le monde sur la liste et vous allez faire vos choix pour faire des changements. Honorable, on poursuit dans notre questionnaire. Le porte-parole du gouvernement a fait l'annonce le mercredi 18 juin 2025 du lancement du projet Popote familial, une aide alimentaire devant couvrir 2000 ménages vulnérables à raison de 50 000 francs sur une période de 6 mois. Quelle est donc votre appréciation de cette mesure sociale du gouvernement à la veille des élections présidentielles? Merci madame. Je crois que sur ce dossier, j'ai quelques commentaires. Le premier commentaire, c'est qu'il y a quelque temps, le gouvernement avait fait le bilan du programme de filets sociaux. Les filets sociaux qui consistent à donner un peu d'argent aux certains ménages dans l'objectif de les sortir de la pauvreté et de faire rentrer d'autres ménages en vue d'améliorer leurs conditions de vie et les sortir de la pauvreté. Le bilan que le gouvernement a fait
a maintenu ceux qui avaient droit au filet social en ajoutant encore 70 000 familles. Donc, vous voyez que le gouvernement a reconnu que son programme de filet social n'a pas permis de sortir ceux qui bénéficiaient de ça, de la pauvreté. Et en plus, on ajoute. Mais on vient aujourd'hui de nous dire, en plus de ça, on fait popote. Je crois que c'est popote familial. Mais vous voyez, les filets, les kits alimentaires, en général, on les donne dans deux conditions. Quand il y a une catastrophe naturelle, où les gens ne savent plus, ils ont tout perdu, on donne. Ou bien quand il y a les crises, il y a les guerres, on les fait. Donc aujourd'hui, en arrivant à ce stade, le gouvernement RDR vient de nous dire que sa politique a eu le même effet qu'une catastrophe naturelle ou bien qu'une guerre. Voilà ce que ça veut dire. Donc pour résoudre ce problème, on fait des kits alimentaires. Sinon, normalement, pour arriver à cela, les gens n'ont pas besoin de mendier. Les gens ont besoin d'avoir des moyens pour produire, se prendre en charge. Et ça, le problème social, c'est le rôle de Mme Delmonte qui allait, au lieu plutôt de faire ça, aller à Bruxelles, aller en France, pour aller insulter les gens. Et c'est elle-même qui vient de demander pour popote alimentaire, pour montrer que son gouvernement a échoué. Donc, madame, je pense que les Ivoiriens n'ont pas besoin d'aide alimentaire. Ils ont besoin de moyens de production. Ils ont besoin de politiques d'incitation, de politiques d'accompagnement pour qu'ils se prennent en charge. Il n'y a pas meilleure dignité que celle de se prendre en charge, d'être responsable, de prendre sa famille en charge. C'est ce que les Ivoiriens ont besoin. Et même un programme socialiste ne fait pas ce programme-là. Un programme socialiste crée un social le plus hardi. Le PDCI RDA, parti de droite, de centre-droite, a toujours dit que nous ne sommes pas un parti socialiste, mais nous faisons un social le plus hardi. Nous accompagnons les producteurs, nous accompagnons les travailleurs, le monde du privé, pour que la richesse soit en capillarité adressée à tout le monde et que les gens se prennent en charge. C'est ça la vraie dignité. Les Ivoiriens ont besoin d'être dignes, non pas d'être des mendiants. Ça, c'est une politique de mendicité et il veut pas. Vous pensez que ça ressemble à de la mendicité? Mais c'est comme si les Ivoiriens étaient mendicité. Mais ils n'ont pas demandé ou non? Mais la mendicité, c'est autre chose. Quand vous n'avez rien, qu'on vient vous donner au bord de la route. Ah, c'est ça, on dit, bon, comme vous pouvez rien, moi, je vous donne ça. C'est ça. La deuxième chose qu'il faut voir, nous sommes en campagne électorale. Donc, voyez-vous des gens, ils vont aller donner des gens pour dire non, on vous donne l'argent, on vous donne les moyens. Mais comment on va sélectionner les 200, les 2000, comment on va les sélectionner? Est-ce qu'ils ont présenté, voilà comment on va, sur quelle base on fait? Combien par région? Il y a différents critères. Des différents critères. Ils vont profiter encore pour dire qu'ils ont donné de l'argent à des gens. Ils ne vont pas évaluer ça. On ne va même pas savoir quel est le suivi et évaluation de cette affaire-là. Rappelez-vous, madame, le président de la République a annoncé au Congrès, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement réunies, qu'il mettait à la disposition du ministre de la Jeunesse 1 milliard par jour pour la jeunesse. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu le bilan. Non, 1 milliard, là, ils ont fait ça en 2 ans. On n'a pas vu le bilan. Non, on va donner 200 000 ménages. On ne sait même pas quoi. Après, il n'y aura pas de bilan. C'est pas l'objet d'obscurité incroyable pour les finances publiques, pour le bien du contribuable. Et donc, moi, je pense que déjà, c'est un échec. Ça va pas aller. Ils sont venus pour se gargariser, pour donner l'impression qu'ils font quelque chose. Celui qui a Badika, ou bien qui a Sokora là, qui a Ondofidio, il n'aura rien de ça. Il n'aura rien de ça. Et on va demander à des gens, on va faire une liste, et puis on va dire, rappelez-vous qu'à un moment donné, il y a eu un site même, où on voulait que les gens s'inscrivent au RHDP pour employer avec sponsorisé par des gens. Travail. Et puis après, à un moment donné, on voulait même créer une banque du RHDP. Mais c'est la même chose qu'ils vont en faire là. Ils vont dire, bon, voilà, nous, on est RHDP, on va en campagne, si vous voulez bénéficier. Voilà, c'est à peu près la même chose, on connaît ça. Hein. Donc, faut pas que les Ivoiriens croient ça. Leur temps est fini. Ils n'ont qu'à nous laisser aller compétir, que les Ivoiriens choisissent. PPACI, PDCI, les autres partis politiques, les autres individus, même les candidats indépendants, qu'on puisse leur permettre de pouvoir se compétir et que le peuple choisisse. Nous ne sommes pas pour nous ingérer dans le choix des autres partis politiques. Il ne faut pas aussi que ces choses s'ingèrent. Il ne faut pas qu'on mette des bâtons dans le roue des gens pour empêcher les gens d'être candidats. Voyez-vous, parce que si on veut rentrer dans ces détails, c'est pas sûr que le RDL a raison plus par rapport à nous. Mais ils vont vouloir utiliser des astuces pour éliminer tout le monde. Et ça ne marchera pas. Moi, je ne fais que mentionner cela. Je dis, ça ne marchera pas. Parce que les Ivoiriens ne sont plus idiots. Et demain, nous allons tous victimes de cette violence, etc., etc. Et aujourd'hui, quand tu parles, on cherche à te neutraliser. Tous ceux qui parlent fort, on essaie d'entrer. Moi, je suis surveillé comme de l'air sur le feu. Alors, vraiment, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à laisser les gens parler librement. Et puis, on va contribuer à apaiser l'atmosphère. Et puis, on va aller. Après 15 ans de pouvoir, si vous n'êtes plus au pouvoir, le ciel ne va pas tomber sur nous.
Les gens étaient là avant, vous êtes venus. Mais pourquoi vous voulez rester par la force, par des astuces, pour dire non, on est comme ça, nous on est majoritaire. Mais majoritaire, laissez les gens compétir. C'est ce qu'on demande. D'accord. On va retenir que cette popote familiale, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu, c'est le résultat d'un échec d'un programme. Après 15 ans, on est obligé de donner, à la fin de ce mandat, ce troisième mandat, on est obligé de donner des kits alimentaires à des gens. Mais quel résultat vous voulez qu'on dise? Ça, c'est un échec. C'est ça. Après 15 ans. D'accord. Nous parlons à présent, si vous le souhaitez, des menaces sur les libertés individuelles. Après l'arrestation de Macron Ier, de Innocent Yao, président de la GPDCI rurale, nous apprenions également le mercredi 18 juin dernier une autre arrestation, celle du ministre Joël Nguesson, cadre du RHDP, pour avoir simplement dénoncé l'exclusion de grandes figures de l'opposition. Quel est votre commentaire? Madame, merci. Cela veut dire que les menaces sur la liberté d'expression et la liberté d'opinion par rapport au pouvoir en place va au-delà des partis politiques. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas une question de parti politique. Quand vous vous levez, que vous dites des choses qui sont la vérité, vous avez, on vient même d'avoir le Bouga Sako qui est parti. Donc, moi, je pense que ce n'est pas, à mon avis, ça ne donne pas une bonne image de notre démocratie. Et ce n'est pas bon. Demain, les gens vont dire non, c'est parce qu'ils ont violé le temps. Mais le gars, ce qu'il a dit là, il faut regarder. Si c'est faux, vous dites que c'est faux. Si c'est vrai, vous dites que c'est vrai. Si c'est la manière, vous le dites. Mais si on peut pas dire des choses, comment le pays va avancer? Nous, notre rôle en tant qu'opposants, c'est de dire les choses. Il appartient au parti au pouvoir de déceler dans ce qu'on a dit, ce qui est vrai, pour qu'il s'améliore. S'il n'arrive pas à s'améliorer, nous allons faire cette offre à la chose. Mais pourquoi menacer les gens? Moi, je pense que le ministre Joël Nguesson, voyez-vous, moi, je l'ai observé. Il a été parmi ceux qui ont dit, je crois que c'est l'AGEFOB ou bien la FDFP, qui était là-bas pour dire qu'il y avait eu de la mauvaise gouvernance là-bas. Et qu'il avait même dit que les gens voulaient des milliards. Il a dit ça. Et nous l'avons fait écho. La deuxième chose, c'est ce même ministre qui a révélé que la corruption faisait perdre au pays entre 1200 et 3000 milliards, 4000 et 1400 milliards par an. Et nous avons fait écho. Et c'est lui qui vient de dire après qu'il y a un problème d'injustice. Donc je pense qu'il paye pour ce qu'il dit. Et comme il est de leur côté, et quand il dit quelque chose que nous faisons écho, il ne peut pas dire qu'on a menti. Donc, on veut le taire. On va le faire taire pour ça. Donc, voilà. Parce que nous, on s'endosse toujours sur ce qu'il a dit pour pouvoir nous appuyer pour partir. Donc, moi, je pense que ça doit être une de ces raisons pour laquelle on dit non, toi là, tu parles trop, faut laisser les brebis eux-mêmes initier. Comme ça, on va les attraper. Voilà. D'accord. Honorable, je pense que nous avons fait le tour de l'actualité politique. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, madame, c'est que nous nous battons pour la liberté, pour la démocratie, pour des élections apaisées, inclusives et transparentes. Nous n'avons pas autre moyen que notre bouche et notre parole. Vous avez vu, le PDCI RH qui a fait cette marche, on n'a pas décelé dans une des colonnes de marche une machette ou une arme blanche. Ce qui est rare dans ce pays-là pour les autres partis politiques. Donc le PDCI RH se caractérise par cet aspect, nous faisons des marches pacifiques. Mais quand j'avais annoncé ça au départ, vous savez, j'ai été appelé à la police pour ça. Mais aujourd'hui, on marche, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je pense que il faut laisser les gens s'exprimer librement. Et l'expression dans la rue n'est pas la meilleure. L'expression dans les urnes est la meilleure. Et laisser les gens avoir leur candidat et qu'on s'exprime dans les urnes de manière transparente. C'est ça qui est la meilleure. La deuxième chose, c'est que ce gouvernement qui est du RDR vient de montrer ses limites. Blanchiment d'argent, trafic de drogue, tout ça, c'est pas nous qui avons dit, ce sont les communautés internationales. L'arrestation arbitraire. Arbitraire. Bon, ils n'ont qu'à arrêter ça. Vous savez que la route tourne. Brenmin peut n'être pas là un jour, mais d'autres personnes vont venir. Aujourd'hui, avec la technologie, avec les TIC, tout reste, il y a des traces. Et que demain, les choses peuvent être autrement. Ils ont géré pendant 15 ans. Nous pensons qu'il faut qu'ils permettent à tout le monde d'être candidat pour qu'on puisse, le peuple puisse faire le choix. Et je dis donc à nos militants et militantes, nous avons qu'un seul choix, c'est Tidjane Thiam. Et Tidjane Thiam sera candidat. Et nous allons aller aux élections. Et comme les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas qu'il soit candidat, il sera mis derrière nous, il sera élu. Et nous allons gérer ce pays-là sans revanche ni vengeance. On retient que Tidjane Thiam sera candidat aux élections présidentielles et pourquoi pas le président de la Côte d'Ivoire. C'est jeudi au PDCI RDA. C'est fini pour aujourd'hui. Merci
de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à PDCI TV. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci, madame. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.